Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Aubert, je suis auteur, conférencier, titulaire de 2 masters en sociologie et en pratique inclusive du handicap, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. J'ai la chance, en plus de ces engagements, de rejoindre une équipe pédagogique dans l'enseignement supérieur à la rentrée prochaine. J'ai un handicap de naissance, je suis infirme moteur cérébral, et n'ai pas l'usage de la parole ni le contrôle de mes mouvements. Je vous parle à l'aide d'une synthèse vocale, après avoir rédigé mon propos avec une commande oculaire. Je suis honoré de prendre part à cette conférence, pour vous partager mon expérience scolaire et universitaire, mais aussi plus largement mon analyse de cet aspect de la vie des personnes en situation de handicap. Je remercie Yves Cardellini pour sa volonté de collaborer avec moi, ainsi que mon ami Loïc Andrien, qui insuffle son énergie à cette initiative. Je crois profondément que nous assistons à l'émergence d'une génération nouvelle de personnes en situation de handicap, et de personnes dites valides, qui ont à cœur de réunir nos deux mondes dans des projets d'avenir et porteurs de sens. Je me réjouis d'être un des représentants de cette génération et de vous transmettre mes convictions profondes. Merci pour votre écoute et votre présence aujourd'hui. Je vais y aller. Vous m'entendez? Alors, moi, je suis Yves Cardellini. Je suis aujourd'hui chargé de mission handicap et coordonnateur de la mission handicap de l'Université de Lorraine. J'occupe ces fonctions depuis 2014, date à laquelle donc l'université a décidé de s'engager dans l'élaboration et le développement d'un schéma directeur du handicap, comme stipulé dans la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, et donc ainsi structurer son intervention dans le domaine du handicap. Moi, j'ai au départ une formation dans le domaine de l'animation socioculturelle. Attendez, alors... Voilà, je rétablis la vidéo. Donc, je disais, j'ai une formation dans le domaine de l'animation socioculturelle. Je suis titulaire du DEFA, du diplôme d'État aux fonctions d'animateur, et je suis aussi titulaire de la certification de directeur de maison de jeunes et de la culture, MJC. J'ai par ailleurs aussi une maîtrise en AES et un DEA en sciences de l'information et de la communication. Donc moi, je suis arrivé à l'université Nancy 2 en 1996 pour réfléchir à la demande du président à la création d'un service culturel. Et au fil des ans, ma mission a évolué, s'est étoffée pour aboutir en 2001 à la prise en charge de la vie étudiante au sein de cette université et à la création d'un bureau de la vie étudiante. Et c'est donc là que je fais connaissance avec le handicap, puisque dans les missions qui sont dévolues au bureau de la vie étudiante, il y a entre autres l'accompagnement des étudiants handicapés. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse tout de suite, d'autant plus qu'à cette époque, à Nancy, le pôle universitaire européen s'était engagé avait engagé une réflexion sur la prise en compte donc, des étudiants en situation de handicap pendant leurs études au sein des 3 universités de l'agglomération nancéenne. Et c'est donc dans cette dynamique qu'est né en fin d'année 2001 un dispositif interuniversitaire d'accueil et d'accompagnement des étudiants handicapés dont je prends la coordination et dont j'assure l'animation de son comité de pilotage. Et ce dispositif fonctionne toujours aujourd'hui. Je voudrais également signaler que je fais partie des membres fondateurs de l'association APACH. Donc, c'est l'association pour l'accompagnement du handicap dans l'enseignement supérieur, association qui a été créée en 2012 et dont j'ai assuré la présidence de 2016 à 2018. C'est une association qui a pour but de fédérer les différents acteurs attachés donc, aux structures d'accueil et d'accompagnement des étudiants handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur publics. Et puis, j'appartiens aussi au réseau des missions et services handicap, qui est animé par la chargée de mission de la DGCIP, donc de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Voilà. Merci. Philippe, je te laisse nous présenter ton parcours. Ma scolarité a débuté dans un IEM, à Neuilly, au sein duquel j'ai pu développer mes capacités intellectuelles et d'apprentissage. Ces années ont été une libération pour moi, avec la découverte de l'alphabet et d'un mode de communication qui est aujourd'hui au cœur de mon rapport au monde. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer par la suite le lycée Toulouse-Lautrec à Vaucresson, qui allait m'accueillir pendant les 12 années suivantes. Cet endroit a été pour moi, d'une part, un lieu d'épanouissement privilégié, et d'autre part un terrain d'expérimentation et de réflexion quant à mes possibilités intellectuelles et d'action. J'y ai fait l'expérience du meilleur, comme du pire, et en relisant ces années aujourd'hui, j'identifie l'accompagnement comme étant un point de mon épanouissement. Pour ce dernier, je suis tributaire de la sensibilité des personnes qui sont à mes côtés, ce qui peut donner, au mieux une belle collaboration, et au pire une cohabitation potentiellement douloureuse. J'ai par exemple refusé l'accompagnement exclusif par une personne retraitée bénévole en particulier, qui était censée pouvoir m'accompagner jusqu'au baccalauréat, comme elle avait fait auparavant avec d'autres élèves aussi lourdement handicapés. Il était essentiel, pour moi, de garder une relation d'accompagnement avec les éducateurs et les surveillants du lycée, plus habitués à ma situation. Dans cet objectif, j'ai pu être accompagné par une personne à plein temps, en lien avec l'équipe éducative et les professionnels paramédicaux du lycée, ce qui a représenté une vraie chance pour moi. Les 12 années passées dans cet établissement m'ont aidé à mieux me connaître. J'ai compris que j'aurais toujours besoin d'une équipe autour de moi pour assurer mon accompagnement, et que la confiance réciproque était un facteur essentiel de mon épanouissement et de mon sentiment de sécurité. Pourtant, ce lieu si bénéfique pour mon parcours s'est transformé en un difficile rappel à la réalité de la fin des années 90. Je croyais pouvoir passer mon bac en un an, comme les personnes dites valides, ce qui s'est avéré impossible pour des raisons d'organisation. J'ai trouvé par mes propres moyens et obtenu un DAE, équivalent du diplôme du bac, ce dernier ne pouvant absolument pas être aménagé à l'époque. Je garde un souvenir douloureux de cette fin de lycée, qui a été pour moi un véritable parcours du combattant. J'ai réussi à obtenir de rester une année supplémentaire au lycée Toulouse-Lautrec, malgré les réticences de l'établissement, afin de préparer au mieux mon diplôme dans un environnement familier. Pendant toute l'année, j'ai aussi pu préparer avec mon éducateur référent mon arrivée au foyer de l'AGI, accueillir et guider l'intégration, et à l'université Nancy 2, où j'ai fait votre connaissance, Yves Cardellini. À la fin de l'année scolaire, j'ai même pu faire une semaine de stage à l'AGI, accompagné les 2 premiers jours par mon éducateur référent de Vaucresson, pour apprendre certains gestes de la vie quotidienne aux professionnels de l'AGI. Merci Philippe. On va revenir à Yves qui va nous expliquer un petit peu justement l'arrivée de Philippe à Nancy et puis ce que c'est que l'accompagnement des personnes en situation de handicap à l'université. Voilà, donc je vais commencer effectivement par représenter un peu ce que c'est l'accompagnement des étudiants en situation de handicap à l'université. Donc c'est la loi du 11 février 2005 qui fixe clairement l'accès de droit à l'enseignement supérieur pour les étudiants en situation de handicap. Et dans ce cadre, le ministère de l'Enseignement supérieur a incité à la signature d'une charte Université Handicap avec la conférence des présidents d'université, la CPU. Alors, une première mouture en 2007, charte renouvelée en 2012. Et cette charte prévoit d'emblée la mise en place de structures dédiées dans les établissements avec pour mission d'analyser les besoins de chaque étudiant, de définir les mesures d'accompagnement nécessaires et adaptées et de veiller à la mise en œuvre et d'assurer un suivi tout au long du parcours d'études. Il existe donc normalement dans chaque université un service et un personnel dédié à l'accueil et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.
Et la création de ces lieux permet donc à l'étudiant de disposer d'une porte d'entrée unique et bien identifiée pour ses démarches. Donc, à l'Université de Lorraine, qui est l'établissement que je connais le mieux, nous disposons d'une mission handicap qui met en œuvre et pilote la politique de l'établissement dans ce domaine. Rattaché à cette mission handicap, il y a un service handicap étudiant qui regroupe 4 référents handicap, ou ce qu'on appelle plus communément les chargés d'accueil et d'accompagnement, qui interviennent donc sur les 52 composantes de formation que regroupe notre établissement. Alors, le lancement d'une procédure d'accompagnement passe par la rencontre avec 2 acteurs clés du dispositif, le référent handicap, le chargé d'accueil, qui est le véritable interlocuteur au quotidien de l'étudiant, et puis le médecin du service de santé universitaire qui, quant à lui, va reconnaître la situation de handicap et va notamment préconiser des aménagements pour les examens. L'accueil de ces étudiants et puis après leur accompagnement relève dans tous les cas d'une action concertée qui va donc de la mission handicap jusqu'à l'équipe enseignante, l'équipe pédagogique, en passant par le service d'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle ou par des associations étudiantes de filière. Et cette collaboration est indispensable pour la mise en place d'un accueil puis d'un accompagnement de qualité. Alors, quelle forme peut prendre l'accompagnement plus concrètement? Pour les enseignements, les étudiants peuvent bénéficier par exemple d'un preneur de notes, ils peuvent bénéficier d'un aménagement de leur cursus, faire une année en 2 ans par exemple, mais quels que soient les accompagnements qui seront décidés, ça se fera au cours d'une réunion avec une équipe plurielle, j'expliquerai après ce que c'est une équipe plurielle, et les aménagements sont consignés dans un PAEH, un plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé. Ce PAEH suivra l'étudiant ensuite tout le long de ses études. Il sera revu régulièrement, au moins une fois par an, généralement au moment de la rentrée universitaire, pour s'adapter à la fois aux évolutions du cursus que suit l'étudiant, mais aussi parfois à l'évolution de la situation de handicap. Donc cette équipe plurielle, c'est vraiment une équipe d'accompagnement dont la composition peut être variable, mais elle doit réunir, on va dire, l'ensemble des personnes nécessaires à la bonne prise de décision en fonction de la situation à étudier. La configuration minimale de cette équipe plurielle, c'est l'étudiant, parce qu'on ne fera rien sans l'étudiant, et c'est lui qui décidera, in fine, les aménagements qu'il semble adaptés à sa situation, son référent handicap, et puis donc le médecin du service de santé universitaire. Et après, en fonction de la situation, on peut associer le chargé de mission de l'établissement, le responsable pédagogique, soit du diplôme, soit de la filière où est inscrit l'étudiant, d'autres enseignants, une assistante sociale et le bureau d'aide à l'insertion pro. Ça, alors après, pour les examens, généralement, l'étudiant peut bénéficier de ce qu'on appelle le temps majoré, que ce soit pour les épreuves écrites, pour les épreuves orales. Il peut bénéficier de la présence d'un secrétaire qui va rédiger sa copie sous sa dictée. Il peut aussi bénéficier de l'utilisation d'un ordinateur avec, je pense par exemple pour les étudiants en trouble 10, des logiciels adaptés type Antidote, etc. Certains étudiants peuvent bénéficier aussi de la possibilité de composer dans une salle individuelle. Et ces aménagements peuvent bien évidemment se cumuler suivant les situations. L'ensemble des aménagements qui sont décidés pour les examens sont signifiés dans un arrêté d'examen qui est signé par le président de l'université et qui est diffusé aux services concernés pour prise en compte et mise en œuvre. Reste que la décision de faire reconnaître une situation de handicap appartient à chacun, ce qui ne peut effacer les phénomènes d'autocensure. Certains étudiants craignent en effet d'être stigmatisés, d'autres ont réussi dans le secondaire à compenser leur situation sans se déclarer, mais après quelques mois à l'université, beaucoup se rendent compte qu'il y a besoin d'un accompagnement. Et dès lors, lorsqu'ils ont connaissance du dispositif de leur établissement, les démarches sont engagées et balisées. Pour vous donner un exemple, cette année sur l'Université de Lorraine, cette année universitaire qui se termine,
Alors, 63 000 étudiants à l'Université de Lorraine. 1300 ont été reconnus en situation de handicap ou porteurs d'une maladie invalidante par notre service de santé universitaire, ce qui représente en gros un peu plus de 2% des étudiants régulièrement inscrits à l'université, et 800 ont bénéficié d'un PAEH et ont bénéficié donc de dispositions d'aménagement pour les examens. Voilà globalement comment se passe l'accompagnement des étudiants en situation de handicap à l'université. Merci Yves. Donc Philippe, je te laisse reprendre la main et puis nous expliquer comment toi tu es arrivé à Nancy. Et Philippe et Yves ensuite nous dira comment ça s'est vécu du côté de l'université. Ayant obtenu mon DAE avec mention, j'ai pu m'inscrire en sociologie en première année de licence. Mon arrivée à l'université Nancy 2 a ouvert un nouveau chapitre dans le livre de ma vie. J'étais libre. Libre d'étudier, de me déplacer et de nouer des liens. Mais pour une personne comme moi, une telle liberté prend des airs de prison. La liberté et l'indépendance, que beaucoup recherchent en entrant à l'université, m'ont beaucoup déboussolé, ayant besoin en permanence d'une présence et d'un accompagnement. Dès ma visite de ce foyer pour étudiants en situation de handicap, la directrice m'a bien dit qu'elle ne pourrait pas me mettre quelqu'un en permanence, comme j'en avais l'habitude auparavant, et que surtout, ce n'était pas la politique de cette structure, qui voulait nous autonomiser le plus possible, et nous permettre de poursuivre nos études de façon ordinaire. Je n'étais donc que pas accompagné. Le foyer nous mettait à disposition certains moyens humains pour le nursing, et partiellement pour la prise de notes, pendant les cours à la fac, ce qui n'était pas suffisant pour répondre à mes besoins. À ce sujet, une anecdote. Au tout premier TD, tout était nouveau pour moi, et que nous étions en surnombre dans la petite salle de classe où avait lieu ce cours, mes mouvements involontaires athétosiques, dus à mon handicap physique, me donnaient des airs d'Elvis Presley. Les auxiliaires qui s'occupaient de moi le matin ne serrant pas suffisamment les sangles qui retiennent mes jambes et mes bras. Pour ce qui est de la réponse à mes besoins, j'aurais par exemple voulu avoir accès à mon ordinateur de façon autonome, afin de pouvoir travailler par moi-même, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque, et qui a bien changé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Ma seule façon d'exploiter l'indépendance qui était donnée, et dans mon cas quelque peu imposée, était de faire les 100 pas, si j'ose dire, dans mon foyer avec mon fauteuil électrique commandé à l'aide de mon menton. Une ou deux fois, je me suis autorisé sur un coup de tête, j'étais vraiment inconscient, à sortir seul, à traverser la rue, pour faire un petit tour dans le parc d'à côté. Si j'avais eu un problème de fauteuil ou je ne sais pas quoi, j'aurais été bien embêté, personne ne m'aurait compris, surtout que le foyer ne surveillait pas nos entrées et sorties. Cependant, je garde un sentiment d'audace absolue et je suis quand même un peu nostalgique de cette époque. Entendons-nous bien, j'ai bénéficié d'aménagements en raison de mon handicap, ce qui m'a permis de suivre les cours et de trouver une réponse à mes besoins élémentaires. J'en suis bien conscient et reconnaissant. Ma critique se porte sur cette notion de confiance et d'aménagement individuel que j'ai peiné à retrouver, jusqu'à ce que je fasse appel à 2 étudiants pour m'accompagner dans mon travail. Sur le plan paramédical, j'ai rencontré des difficultés similaires. L'accompagnement proposé par l'AGI ne répondait pas à mes besoins, et j'ai dû me résoudre à faire appel à un kiné en libéral pour ma prise en soins. Au bout de 3 ans de compromis et de difficultés, mais aussi de belles surprises parfois, le foyer m'a annoncé qu'il serait probablement mieux pour moi d'aller dans une maison d'accueil spécialisée, qui répondrait davantage à mes besoins et mes attentes. Voulant retourner plus près de ma famille en région parisienne, je décidai de suivre leurs conseils et de quitter l'AGI, croyant naïvement en cet Eldorado d'accueil. Si mon expérience à l'AGI a été plutôt négative, ce n'est pas le cas du diagnostic que je peux en faire aujourd'hui. Je crois que le caractère, hors norme de mon handicap, a généré un fort sentiment d'impuissance chez les personnes engagées dans cette initiative. La directrice du foyer, qui me voyait tourner inlassablement dans les couloirs,
ne me demandait même pas ce que j'aimerais qu'elle fasse pour remédier à ce problème. Elle préférait passer à côté de moi en m'ignorant. Pourtant, par bien des aspects, cette structure, en lien avec l'université, était extrêmement novatrice. La possibilité d'aménager la temporalité de mes études, tant pour la validation des UE en plusieurs années, que pour les rendus de devoirs, pour lesquels je pouvais bénéficier de temps supplémentaire, et que je pouvais faire à domicile. L'atmosphère moins aseptisée que dans d'autres foyers pour personnes handicapées. Un sentiment de bienveillance et d'authenticité. La possibilité de contrôler notre emploi du temps, nos menus et nos activités. Autant de facteurs précieux d'humanisation des personnes en situation de handicap accueillies. Merci Philippe. Alors du coup, du côté de l'université, comment cette arrivée a pu être vécue? Donc, je fais la connaissance de Philippe en 2002, lorsqu'il arrive à l'université Nancy 2 pour suivre des études de sociologie. Ce qui est clair, premier constat, premier choc, Philippe ne parle pas et ses bras font régulièrement des mouvements involontaires. Alors, la loi de 2005 n'existait pas encore. Comme je vous l'ai dit, l'université de Nancy 2 s'était quand même engagée dans l'accueil et l'accompagnement de ses étudiants en situation de handicap. Notre dispositif dédié était encore en cours d'expérimentation, il avait moins d'1 an. Nous étions donc encore dans nos balbutiements, en pleine réflexion sur la structure de l'intervention à mettre en œuvre, donc quand Philippe était arrivé. Et donc, c'est clair que Philippe a été notre premier cas complexe d'étudiants à accompagner. Philippe communique à l'aide d'un dispositif particulier, fastidieux, qui, pour être efficace, à mon sens, doit être confié et pratiqué par un nombre restreint d'intervenants, 1 ou 2 au maximum. Mais on voit bien qu'il est important pour Philippe de communiquer pour montrer qu'il n'est pas atteint d'une déficience mentale. Mais c'est clair que la communication avec autrui prend énormément de temps. Donc, pour assurer l'accompagnement des étudiants, les universités nancéennes à l'époque ont fait le choix de recourir à un prestataire extérieur à l'université, SISU. SISU, Service d'intégration scolaire et universitaire. Alors, c'est une association indépendante de l'université, née de la volonté de 3 autres de répondre aux sollicitations des étudiants qui avaient des besoins d'accompagnement pour suivre leurs études. Philippe a donc tout de suite bénéficié de cet accompagnement pour ses cours et pour ses examens en sociaux. Pour info, SISU est toujours partenaire de l'Université de Lorraine pour l'accompagnement pédagogique des étudiants en situation de handicap. En 2002 également, que ce soit les équipes plurielles ou les commissions handicap dont j'ai parlé et qui constituent vraiment la base de notre intervention aujourd'hui, n'étaient pas encore effectives. Il n'y avait pas non plus ni de chargé d'accueil et d'accompagnement, ni de chargé de mission handicap. L'évaluation des besoins à cette époque et la prise en charge des étudiants étaient directement gérées par SISU. Philippe arrive donc à l'université à la rentrée universitaire 2002, mais ne rencontre le médecin du service de santé universitaire pour la première fois qu'au cours de l'année 2004-2005, alors qu'il recommençait pour la 3e fois sa première année de sociaux. Preuve aussi que toute la procédure d'accompagnement n'était pas encore définie comme elle l'est aujourd'hui. Alors, concernant la scolarité de Philippe, les dispositions suivantes ont été prises et assurées directement, encore une fois, par SISU. Donc, il a fallu veiller à ce que les locaux soient bien accessibles, que Philippe puisse accéder aux ascenseurs, etc. On a mis en place un secrétariat de cours et un secrétariat d'examen, un temps majoré pour ces examens, la composition, effectivement, dans une salle individuelle, la présence d'une aide à la communication, l'aménagement de ce cursus d'études. L'idée à l'époque, c'était que Philippe puisse faire son DUG au-delà de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, que le cursus soit aménagé. La mise en place du travail personnel avec, on va dire, un soutien scolaire assuré par une association qui s'appelle l'AFEV, Association de la Fondation étudiante pour la ville, et l'utilisation du matériel informatique.
Donc, Philippe, et il l'a évoqué tout à l'heure, a été le premier étudiant pour lequel un temps augmenté a été mis en place pour les examens qui allait bien au-delà du traditionnel tiers-temps. Et les épreuves étaient si longues que Philippe avait été autorisé à composer directement au foyer AGI. Donc, Philippe l'a évoqué, le foyer AGI, c'est le foyer où Philippe était hébergé. Hein. C'est un foyer d'hébergement adapté pour les étudiants handicapés moteurs et qui peut accueillir 27 résidents. Donc, l'AGI qui gère plutôt la déficience motrice et deux autres associations, le CESANS Est pour tout ce qui concerne la déficience auditive et le GIA pour tout ce qui concerne la déficience visuelle, sont donc les fondateurs de SISU. Et d'ailleurs, SISU est hébergé, à ses locaux, dans le même bâtiment que le foyer AGI. Donc, les accompagnateurs de Philippe au niveau du SISU se sont emparés de son mode de communication pour pouvoir échanger avec lui. Hein, Philippe ayant une élocution incompréhensible, un système basé sur les mouvements a été mis en place. Hein. L'accompagnateur, si je me rappelle bien, commençait à énumérer les lettres de l'alphabet. Si Philippe penchait la tête à gauche, c'était les voyelles. S'il penchait la tête à droite, c'était une consonne. Et l'accompagnateur donc repérait un mouvement fait par Philippe pour signifier qu'on était sur la bonne lettre. Alors, effectivement, il valait mieux se munir d'un calepin pour, au fur et à mesure, noter les mots trouvés, puis les phrases. Et donc, on voit bien que le moindre échange demandait beaucoup de temps. Évidemment, avec l'habitude, à force de pratiquer, on a pu réaliser des inférences qui étaient validées par Philippe, Philippe qui nous faisait un sursaut corporel, ce qui permettait d'avancer plus vite dans la conversation. D'ailleurs, par ailleurs, même avec Philippe, on sait que, par exemple, quand il avait des mouvements oculaires, pouvait nous indiquer que, en tout cas, à l'interlocuteur expérimenté qu'il avait, c'était un indice soit d'affirmation, soit de refus. Donc, voilà globalement comment, à l'époque, je dis bien à l'époque, Philippe a été pris en charge par l'université. Parfait, merci beaucoup Yves. Donc Philippe, suite de ton parcours. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, j'ai posé le choix, au bout de 3 ans passés dans le foyer de l'AGI, d'intégrer une masse à Neuilly et de continuer mes études de sociologie à l'université de Nanterre. Loin de constituer une réponse à mes attentes, mon séjour dans cet établissement est venu renforcer mon expérience négative de ce type de structure d'accueil spécialisée. J'étais le seul à avoir un rythme d'étudiant et l'établissement n'était absolument pas adapté à ce mode de fonctionnement. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment j'ai pu être admis alors que mes besoins étaient si différents de leur capacité d'accueil. Du fait de ce décalage, j'ai vécu très difficilement cette période, ce qui a forcément impacté la qualité de mon travail universitaire. Je peux aujourd'hui témoigner de la relation étroite entre qualité de l'environnement et réussite scolaire. J'ai donc très rapidement quitté la masse de Neuilly pour rejoindre la résidence universitaire de Nanterre. Dans un premier temps, j'ai cru avoir trouvé un équilibre. J'étais accompagné 24 heures sur 24, dans ma vie universitaire, dans ma vie de tous les jours, ce qui était très satisfaisant. Les complications n'ont pas tardé à pointer leur nez. La dynamique de la résidence a changé, passant d'un accompagnement personnalisé à une prise en charge plus classique, uniformisée, mutualisée. J'étais donc à nouveau pris dans les écueils du système universitaire, privé de mon accompagnement 24 heures sur 24, et devenant un étudiant parmi tant d'autres. J'ai tout de même fini par valider ma licence, puis mon master de sociologie, et par retrouver un équilibre qui me permettait d'avancer. C'est dans ces conditions que m'est venue la volonté d'écrire un livre retraçant mon parcours et mon vécu des institutions. N'ayant manifestement pas retenu la leçon, j'ai décidé de prolonger mes études en attaquant un deuxième master portant sur les pratiques inclusives du handicap à l'INSHEA.
Aujourd'hui, après plusieurs années durant lesquelles les responsables de cet établissement n'ont pas voulu maintenir un lien professionnel avec moi, j'ai réussi à les convaincre de la nécessité de la présence de personnes en situation de handicap dans leur équipe pédagogique. C'est une grande joie pour moi de pouvoir participer à la formation des étudiants qui seront chargés de construire l'avenir des institutions du handicap. Merci Philippe et félicitations. Donc si Philippe arrivait aujourd'hui à l'université, Yves, qu'est-ce qui se passerait? Alors ouais, si Philippe arrivait nous voir maintenant, donc c'est clair qu'en 20 ans, la prise en compte des étudiants en situation de handicap s'est structurée. Hein. On l'a vu, il y a eu la loi de 2005 sur l'égalité d'échange, il y a eu les 2 versions de la charte handicap-université, et ces textes ont bien évidemment impacté le développement de cette mission d'accompagnement. L'accompagnement est maintenant réglementé. Hein. Les universités doivent inscrire les étudiants présentant un handicap et mettre en place les dispositions d'accompagnement à l'accès au savoir adaptées à chaque situation. Ça, c'est l'article 20 de la loi de 2005 qui le dit. Mais la mission de l'université, c'est d'intervenir uniquement pour l'accès au savoir, donc les cours et les examens. Un étudiant qui aurait besoin d'aide à la personne ou de ce type de prestation, ce n'est pas l'université qui va la prendre en charge. Là, ça rentre dans le cadre du plan de compensation du handicap et voilà. Donc, mais nous, l'université, c'est l'accès au savoir. Donc, on l'a vu, chaque université doit être dotée maintenant d'un service et d'un personnel dédié à cet accueil et à cet accompagnement. À l'Université de Lorraine, toujours l'exemple que je connais le mieux, on s'appuie toujours sur le même dispositif spécifique sur lequel repose l'ensemble de notre intervention en direction des étudiants handicapés. Et ce dispositif répond à la fois aux obligations ministérielles et à une procédure locale clairement identifiée désormais et qui concerne la reconnaissance du handicap, l'évaluation des besoins et la mise en œuvre des procédures d'accompagnement. Donc, par rapport à Philippe, c'est clair que même s'il est arrivé aujourd'hui, la situation resterait toutefois compliquée. Donc, si on reprend un peu le cheminement, on ferait en premier lieu une évaluation des besoins précise selon la procédure de l'université au cours d'une réunion de l'équipe plurielle et on mettrait en place donc un PAEH. Pour les examens, donc Philippe bénéficierait toujours d'un temps majoré, de la possibilité de composer effectivement en salle individuelle ou, comme on l'avait fait en 2002, au foyer ou dans son hébergement. Il aurait bien évidemment la présence d'un secrétaire, lecteur, scripteur, et il aurait aussi la possibilité d'utiliser du matériel informatique, encore une fois, adapté à sa situation. Bien sûr, pour sa scolarité, l'aménagement du cursus serait de nouveau proposé à Philippe, ainsi que la présence d'un preneur de notes, que ce soit pour les cours, pour les TD, pour les TP. Je pense que maintenant, Philippe serait aussi suivi par le SAMSA, donc le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Donc, c'est un service qui a été développé par SISU depuis le début de 2002 pour gérer les actes de la vie quotidienne. Et je pense que Philippe serait aussi hébergé au foyer AGI. Avec les problèmes d'élocution de Philippe, je pense qu'on continuerait à limiter le nombre de professionnels intervenants à 2 ou 3 afin qu'ils puissent comprendre plus aisément et s'habituer au mode de communication avec Philippe. Et c'est clair que ça serait les mêmes secrétaires qui feraient à la fois l'accompagnement en cours et l'accompagnement aux examens. Et puis pareil, la prise de notes maintenant se fait bien sûr par ordinateur. Donc, l'ensemble des notes serait envoyé à Philippe par voie informatique. Alors, voilà. Mais la personne handicapée, c'est compliqué et elle ne doit pas se contenter uniquement des normes. Elle doit aussi inventer ses propres outils et c'est le cas chez Philippe. C'est clair que les personnes handicapées, alors c'est peut-être pas beau ce que je vais dire, mais bidouillent un peu leur accessibilité. Et pour l'accompagnement des étudiants handicapés à l'université, c'est pareil. Nous inventons tous les jours.
il faut nous adapter au plus près aux besoins de l'étudiant, de chaque étudiant, en fonction de sa situation, en fonction de son mode de fonctionnement, en fonction des outils qu'il peut utiliser dans la vie de tous les jours. Même aujourd'hui, nous serions de toute façon contraints de bouger les lignes par rapport à l'accompagnement de Philippe. Et ce n'est pas parce que nous mettrions en place un accompagnement qui réponde aux normes que cela serait efficace et que cela serait suffisant. Il est clair qu'aujourd'hui, dans l'invention de l'accompagnement, la place de la technologie ne peut pas être écartée, mais si on la prend en considération, nous devons aussi intégrer dans l'accompagnement mis en place les outils que la personne utilise dans sa vie quotidienne. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une rupture en disant ben moi j'utilise tel type de matériel tous les jours, et puis quand il arrive à l'université, on met en place un autre type de matériel qui amènerait, on va dire, une cassure dans la dynamique. Voilà grosso modo ce que je peux dire sur comment on pourrait essayer de mieux accompagner Philippe aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves. Philippe, quelques mots en guise de conclusion avant qu'on passe aux questions des personnes qui sont autour? Vous aurez compris maintenant que mon parcours scolaire et universitaire n'a pas été de tout repos. J'ai fait des rencontres formidables, témoignant d'une volonté de me comprendre et de m'accompagner, mais j'ai aussi croisé la route de personnes repoussées ou déboussolées par mon handicap et mes besoins très spécifiques. Je garde de ces années une grande fierté, une certitude de pouvoir ouvrir toutes les portes et relever tous les défis. Je n'oublie pourtant aucune des indifférences, aucun des rejets, et me rappelle de chaque compromis, mais je fais le choix de l'optimisme. Je crois que mon expérience met en lumière la nécessité d'un changement dans la construction et l'accompagnement du parcours scolaire et universitaire des personnes en situation de handicap. En effet, même si, et je le reconnais, mon cas hors norme est particulièrement délicat à accompagner et à gérer, je n'ai jamais réellement trouvé de réponse satisfaisant à mes besoins. Au lycée Toulouse-Lautrec, j'ai pu obtenir ce dont j'avais besoin, mais seulement au prix d'un bras de fer constant. À Nancy, j'ai ressenti un manque de flexibilité et de compréhension face à mes besoins et mes aspirations. Dans la suite de mes études, j'ai fortement ressenti le manque de lien social avec les autres étudiants de mon cursus. Je suis bien conscient du défi que représente l'écoute des besoins individuels pour les institutions, mais c'est dans cette écoute que naît le respect. La norme est de mettre en place une distance professionnelle avec les personnes en situation de handicap. Cette distance veut protéger à la fois les accompagnants et les accompagnés, mais elle est profondément incompatible avec un accompagnement adapté. Comment espérer mettre en place une démarche satisfaisante, sans s'impliquer émotionnellement, sans donner de soi? Ce refus du lien est un facteur de déshumanisation. La réalité dont je vous ai fait part est déjà en train de se transformer. L'initiative d'aujourd'hui en témoigne. Les personnes en situation de handicap ont de plus en plus accès aux études supérieures. Cependant, l'entrée dans la vie universitaire est encore un combat. Il nous faut nous justifier de notre présence, là où cette question ne se pose même pas pour les personnes dites valides. Certes, nous avons besoin que le cursus universitaire s'adapte à nos particularités, mais la question à se poser devrait être, comment le faire? Et non, cela vaut-il la peine de le faire? Reformuler la question de nos études supérieures de cette façon permettrait de limiter la rupture brutale de suivi et d'accompagnement à la fin des études secondaires. L'objectif d'une telle démarche est aussi, selon moi, de limiter un phénomène que je nomme handification. Il s'agit de ne considérer les personnes en situation de handicap qu'au travers de leurs limitations, dérives particulièrement présentes au sein des établissements d'accueil ou foyers. Je couple souvent ce terme d'handification avec celui de validification, qui désigne la dynamique inverse. J'entends dans cette validification le fait de mettre de côté nos limitations pour se concentrer sur nos capacités. Cela peut avoir un double effet. Si nos limitations sont simplement occultées, elles deviennent un obstacle à notre réussite. Mais,
Si la distance professionnelle cède la place au respect, si notre accompagnement nous permet de composer avec nos difficultés et de développer notre pouvoir d'agir, alors notre potentiel peut s'exprimer pleinement, et nous nous sentons devenir, dans le regard de ceux qui nous entourent, des semblables. Merci beaucoup Philippe pour ce témoignage et puis pour cette analyse. Merci Yves pour ces éléments. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez attentifs à nos futures publications sur cette chaîne YouTube.